Le SNRL vous présente le Congrès de Louviers 2024. La radio, le média des nouvelles frontières. En partenariat avec Broadcast Associés. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette assemblée plénière. La communication sociale de proximité a-t-elle un avenir ? Voilà le thème central de cette plénière aujourd'hui que j'ai la joie d'animer. Un thème un petit peu prémonitoire et il va en être question durant cet échange. Nous allons en reparler, prémonitoire, puisque vous l'avez sans doute observé ces dernières semaines. Cette mission essentielle de nos radios a été un petit peu mise à mal. Heureusement, on l'espère, la réponse apportée sur ce sujet aujourd'hui va être un petit peu plus optimiste. Pour démarrer cette assemblée plénière, je vous demande d'accueillir Emmanuel Boutrin, le président du syndicat national des radios libres, qui va essayer peut-être de définir d'abord ce qu'est cette communication sociale de proximité. Rebonjour à toutes et à tous. Merci aux participants. Je vais être assez bref parce que cette fameuse communication sociale de proximité dont on parle depuis la loi de 86, je vais y revenir, elle n'est pas définie, ou mal, on va dire. Et c'est un énorme enjeu, vu ce qui vient de se passer avec le projet de loi de finances 2025. Ce n'est pas terminé, d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'il y a eu un truc assez extraordinaire. Je vais parler simplement, on est entre nous, on est entre professionnels. Cette partie de la conférence n'est pas ouverte au public comme elle l'était hier sur la radio et la résistance et l'éducation aux médias et l'information. Nous sommes donc entre nous et on va être un peu plus précis. La loi de 86, celle, en tout cas en son article 29, d'abord, elle attribue aux éditeurs, aux opérateurs, aux radios donc de catégorie A, un statut associatif, une part significative de la ressource hertzienne et qui doit être allouée obligatoirement. C'est la loi, c'est pas une ordonnance, c'est pas un décret. C'est l'ensemble du législateur dans sa diversité qui a décidé de travailler sur cette question et elle alloue une part significative de la ressource hertzienne, qui est rare, je l'ai rappelé ce matin, à des associations, à des radios associatives, qui évidemment doivent être en conséquence agréées par l'autorité de régulation. Aujourd'hui, l'ARCOM. C'est assez incroyable quand même, parce qu'on voit qu'à un moment de l'histoire de notre pays, en 86 donc, l'ensemble de l'arc politique, à de très rares exceptions près, mais vraiment rares, on peut parler de l'ensemble de l'arc politique, a été d'accord, s'est retrouvé en phase avec l'idée de confier au secteur associatif et aux radios associatives, qui étaient nées évidemment avec leur légalisation en 81 par François Mitterrand, d'inscrire dans le marbre de la loi, comme on dit, l'existence de ce type de médias sur les territoires. Et là, c'est assez incroyable. Je pense que c'est un moment historique parce que ça participe à la liberté d'expression, bien évidemment, à la diversité culturelle et surtout au fait que les citoyens et les citoyennes sur les territoires, les tissus économiques, associatifs, dans sa dimension culturelle et sportive, par exemple, mais pas que, l'insertion professionnelle, peut se voir attribuer ou doter de médias qui ont une mission. Dans mission sociale de proximité, souvent, entre nous, on dit il y a social et il y a proximité. Il n'y a pas que ça. Le mot mission est très important. Quand on parle de mission de service public, je vous demande de bien réfléchir à ça. Il y a le mot mission dans mission de service public, pour le service public. En ce qui concerne les radios associatives, il y a le mot mission. Et d'ailleurs, cette mission, elle est définie régulée, on va dire, par le cahier des charges que nous devons signer avec le régulateur, vous le savez tous. À chaque fois qu'on a une fréquence attribuée ou réattribuée, on signe un cahier des charges. Et puis, il y a communication, il y a social et il y a proximité. Et ça, finalement, mis à part une définition en creux qui est liée
au décret d'application du Fonds de soutien à l'expression radiophonique, il n'y a pas de définition dans l'article 29, sauf les missions qui sont liées à des thématiques sociétales, telles que la défense de l'environnement, la promotion de l'égalité femmes-hommes, l'insertion et la lutte contre les fractures sociales et la diversité culturelle. Mais à part ça, il n'y a rien dans cet article 29. Et l'enjeu qu'on a, à partir d'aujourd'hui, on va dire, au moins que je souhaite que l'on impulse ensemble, c'est pas de le définir exactement, mais c'est de s'écouter les uns les autres sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut être, avec quels acteurs, qu'est-ce que ça peut être que cette mission. Parce que finalement, c'est le défaut de précision sur cette mission sociale de communication sociale de proximité qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se posent des questions. C'est assez régulier, mais cette fois-ci, ça fait très mal, avec un projet d'amputation de 30% du FSER. Alors, ces 30% du FSER, ce FSER, très exactement, c'est un autre aspect de la loi de 86 qui est spécifiquement lié à l'article 29, c'est l'article 80, c'est qu'un fonds de soutien doit être alimenté. Aujourd'hui, dans le temps, ce n'était pas tout à fait exact, mais ce n'était pas la même chose, mais aujourd'hui, sur le budget de l'État. Bilan, comme on ne sait pas ce que c'est que la mission de communication sociale de proximité ou quand c'est mal défini, eh bien, il y a des gens qui estiment, mais tiens, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ces radios? Qu'est-ce que c'est que ces médias sur les territoires? Qu'est-ce que c'est que le fonds de soutien? Bilan, on nous ampute de 10 millions puisque le législateur a perdu sa mémoire et évidemment, vous le savez, les fonctionnaires de Bercy notamment n'ont pas de mémoire et tranchent quand il faut trancher avec des objectifs et des arguments qui sont totalement d'ailleurs pour le moment inconnus. Mais comme je vous l'ai dit ce matin, nous sommes également des journalistes, nous allons trouver d'où ça vient, nous allons chercher et nous allons trouver. Voilà. Qui c'est qui a eu cette idée géniale de dire, tiens, on passe, grosso modo, de 35 millions à 25 millions. Alors, aujourd'hui, il semble que cela soit corrigé. Vous allez entendre l'intervention de Rachida Dati dans quelques secondes. Donc il semble que cela soit corrigé. On n'a pas de garantie. Tout peut arriver dans les jours qui viennent, tout peut arriver dans les semaines qui viennent. Vous avez été, chacune et chacun d'entre vous, extrêmement mobilisés, comme jamais, et vous avez réussi, chacune et chacun d'entre vous, à mobiliser les parlementaires, c'est-à-dire les députés d'une part et les sénateurs ensuite, pour finalement faire entendre raison, on va dire, au cabinet et à la ministre de la Culture. Les deux organisations professionnelles, CNRA et SNRL, ont travaillé ensemble pour faire entendre raison et dire non, maintenant stop, ça suffit, rétablissons le FSER. Rétablissons le FSER, pourquoi? Eh bien, pour mettre en œuvre l'article 29, c'est-à-dire pour préserver, voire développer, puisque c'est notre objectif à toutes et à tous, la mission de communication sociale de proximité, ce qui permettra à l'avenir, en tout cas c'est mon souhait, de travailler avec le législateur et avec les futurs gouvernements sur la pluriannualité, par exemple, de la dotation du FSER. Je vous remercie. Merci. Emmanuel Boutrin, donc président du syndicat national des radios libres. Avant d'écouter la ministre de la Culture, je vais quand même présenter nos différents invités sur cette assemblée plénière. Jean-Marc Courrèges, Sénac, bonjour. Vous êtes coprésident de la Confédération nationale des radios associatives, la CNRA, et qui est présente ici sur ce congrès du SNRL. À vos côtés, Hugues Polastro, vous êtes le directeur de l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. On vous retrouve également David Verdier et Anne-Laure Coconnier. Vous êtes tous les deux avocats.
et vous intervenez sur une radio. C'est une spécificité, vous parlez du droit et vous allez nous expliquer en quoi ça rejoint cette notion de communication sociale de proximité. Nous avons aussi Gaëtan Bazir qui est avec nous, conseiller municipal ici à Louviers. Merci pour l'accueil dans votre commune. Vous êtes chargé des seniors, des festivités et des liens intergénérationnels ici sur cette commune. Et là aussi, la radio travaille régulièrement dans ce sens-là. Vous nous expliquerez comment. Et puis enfin, Kevin Moignou, vous êtes président de la Fédération des employeurs et des radios privées, et également secrétaire général du CIRTI. Je vous propose donc d'écouter la vidéo de Rachida Dati, la ministre de la Culture, tout de suite. Mesdames et messieurs, chers amis, je ne peux pas être avec vous aujourd'hui, mais je tenais absolument à vous souhaiter un excellent congrès du Syndicat national des radios libres. Depuis 40 ans, le ministère de la Culture se tient à vos côtés, aux côtés des radios associatives, et ça n'est pas près de s'arrêter, croyez-moi. Chaque année, elles sont près de 750 à bénéficier du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Ce fonds, je vous le dis, c'est un instrument essentiel de notre politique culturelle des radios libres depuis 1982. Alors en découvrant la première version, c'est vrai, du projet de loi de finances, vous avez été nombreux à vous en émouvoir et vous émouvoir d'arbitrage budgétaire remettant en cause ce soutien. C'était essentiel pour moi de ne pas m'en satisfaire et de revenir à la charge sur ce sujet. Je me suis engagée auprès de vous pour trouver une solution. J'ai reçu vos représentants et vous avez été entendus. Nous avons été entendus. Car le gouvernement, à ma demande, va déposer en séance publique à l'Assemblée nationale un amendement pour rétablir ces crédits et je m'en réjouis. Alors comme beaucoup de nos concitoyens, je suis très attachée à nos radios locales, à nos radios associatives. D'abord parce qu'elles savent innover en s'engageant pleinement dans le développement du DAB+. Et je m'en réjouis également. Mais surtout parce que ces médias de première ligne jouent un rôle essentiel dans le lien social et la culture de proximité, partout sur notre territoire national, en métropole et en outre-mer, en zone rurale, comme dans les quartiers dits politiques de la ville. Nos concitoyens y sont très attachés et c'est pour cette raison que j'ai décidé de créer une aide spécifique dans le cadre du plan Culture-Ruralité que j'ai lancé en juillet dernier, pour prendre en compte les difficultés particulières de ces radios et leur permettre de poursuivre et d'amplifier leurs actions au sein de ces territoires. C'est une mesure essentielle de mon plan Ruralité. J'y tiens beaucoup et d'ailleurs, la mise en œuvre a déjà commencé. Alors, je vous remercie en attendant de vous revoir et je vous souhaite un excellent congrès. Et on remercie donc la ministre de la Culture, Rachida Dati. Le thème est posé, donc je le rappelle, la communication sociale de proximité a-t-elle un avenir? C'est vrai que c'était un thème prémonitoire. Jean-Marc Courrèges-Sénac, est-ce que ces semaines passées, écoulées, ont montré qu'il y avait une urgence à redéfinir cette communication sociale de proximité? Pour d'autres personnes, pour des personnes extérieures aux radios associatives, oui, peut-être de redire qui nous sommes et quelles valeurs nous portons. Je pense que c'était essentiel parce que la coupe budgétaire, qui est quand même assez importante, est plus de 30%, ça signifie qu'il y avait une méconnaissance totale du fonctionnement de nos radios et aussi des différentes missions que ces radios puissent porter. C'est très difficile ensuite de donner une définition précise de ce qu'est la communication sociale de proximité, parce que c'est très très large. Au niveau des 750 services, il y en a un tout petit peu plus, et désormais services de radio de catégorie A. Il y a, je ne vais pas dire qu'il y a autant de projets radiophoniques qu'il existe de services radiophoniques, mais c'est vrai qu'elles ont toutes leurs identités, qui sont aussi les identités des territoires que ces radios couvrent. Parce que essentiellement, les radios de catégorie A, elles ont une mission d'être de véritables acteurs locaux liés aux territoires sur lesquels elles sont diffusées. Il y a aussi des radios qui s'adressent à des communautés spécifiques et qui donc portent un message que les médias mainstream ne portent pas, ou que les radios commerciales ne peuvent pas non plus porter parce qu'il s'agit d'une niche tellement étroite, tellement petite qu'il n'y a pas de véritable modèle économique commercial derrière. Donc la communication sociale de proximité, c'est un champ très très vaste.
Il y a des radios qui sont plutôt culturelles, il y a des radios qui vont être spécialisées dans le sport, il y a des radios qui vont être spécialisées dans le développement culturel du territoire où des résidences vont se dérouler. Il y a des radios où l'information va primer, des radios où il y a des idées politiques aussi qui sont débattues, des radios de débat où il y a des échanges. Peut-être on y reviendra par la suite, c'est différent et par rapport à ce que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Il y a des radios aussi musicales où la diversité est véritablement présente sur ces radios. Donc c'est difficile si ce n'est en limitant le champ des possibilités, de donner une définition précise sans faire 200 ou 300 pages sur ce qu'est la radio de communication sociale de proximité. Ouais, c'est un sacré défi de tenir aussi cette plénière aujourd'hui sur ce sujet-là. Alors, on a pris des exemples concrets de ce que peut être cette communication sociale de proximité, avec des thèmes sur lesquels, des thèmes pas forcément évidents, notamment le droit. C'est votre cas, vous, Anne-Laure Coconnier et David Verdier. Vous avez investi finalement le champ du droit sur une antenne locale ici. Ça vous semblait pleinement pertinent par rapport aux missions de communication sociale de proximité des radios ? Oui, alors effectivement, on nous a demandé d'intervenir sur la Radio Espace de Louviers pour apporter un éclairage juridique, mais assez concis, puisque nous faisons des petites chroniques qui durent 1 minute 30 sur des thèmes juridiques alors que nous choisissons. Alors 1 minute 30 pour nous, avocats, c'est un peu court. On a souvent du mal à tenir le timing parce que c'est vrai que ça impose de synthétiser au maximum des informations, mais c'est une porte ouverte vers une information juridique de proximité. Et c'est un accès au droit qui permet de réunir effectivement le tissu lauvérien et au-delà, puisque Radio Espace va bien au-delà du tissu lauvérien, sur des problématiques juridiques. Donc c'est un premier accès au droit par la radio. Mais le droit est le même pour tout le monde, partout en France. Dans le choix des sujets, vous faites attention quand même à ce que les réponses que vous apportez soient pleinement orientées pour le public d'Espace ? Alors, pas forcément, parce que d'une part, on ne connaît pas particulièrement le public de Radio Espace. Enfin, on en discute quand même avec les acteurs principaux, mais on choisit soit des sujets d'actualité, donc qui intéresse au niveau national et bien évidemment au niveau régional, départemental, où on choisit aussi d'axer sur des questions très pratiques, notamment en droit du travail par exemple, donc des questions que peuvent se poser et salariés et employeurs, qui sont donc des questions vraiment pratiques. Et alors, est-ce que c'est plus facile de plaider au tribunal ou de venir parler dans un micro en radio ? Alors, ce sont 2 exercices totalement différents, sachant que désormais, et je vais dire peut-être malheureusement, mais nous n'allons plus enregistrer nos chroniques à la radio, ce qui faisait un petit peu pour nous figure pas de folklore, mais c'était assez plaisant d'aller enregistrer en direct à la radio. Bon, maintenant, nous utilisons nos smartphones pour nous enregistrer, mais nous restons maîtres de notre sujet. Donc, c'est vrai que l'exercice, nous le maîtrisons de A à Z, ce qui peut être différent devant un tribunal où on ne maîtrise pas toujours le déroulement d'une audience. Et comment ça a commencé tout ça, David Verdier ? Quel a été le déclencheur, l'étincelle pour tenter cette aventure-là ? On en a discuté effectivement avec Radio Espace. On a discuté de différents sujets et l'idée est venue de faire ces chroniques. Alors, je peux rebondir à ce moment-là effectivement sur ce qui a été dit précédemment, mais Rachida Dati s'adresse du ministère de la Culture. Oui. Donc la culture juridique, la culture juridique fait partie de la culture. Par conséquent, à mon sens, la diffusion des bases de droit, des bases juridiques de droit, d'informations juridiques, ça fait partie effectivement, à mon sens, de la mission de communication sociale de proximité.
offrir au maximum de personnes la possibilité effectivement de s'instruire en droit. Car la culture effectivement est un lien également. On est dans un état de droit, donc la culture juridique fait partie intégrante de la culture. Alors, il y a aussi un volet culturel sur l'économie. Hugues Polastro, quand vous avez suivi ce qu'il s'est passé pour les radios associatives, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, est-ce que vous avez été inquiet par rapport au relais que peuvent donner ces radios associatives sur l'économie sociale et solidaire de façon générale? C'est le mois de l'ESS d'ailleurs en ce moment. Absolument, on est en plein dans le mois de l'ESS. Ce qui est arrivé, ce que vous avez vécu avec les radios libres, en fait, c'est l'ensemble du secteur de l'ESS qui l'a vécu d'une manière, et qui le vit encore, parce que nous, on ne peut pas parler encore au passé. Je croise les doigts pour les radios libres, mais ça a l'air d'être bien parti. Pour l'ESS, on ne peut pas parler encore au passé. C'est un véritable tsunami qui s'annonce avec le projet de loi de finances. Une fois que le projet de loi de finances a été connu le 10 octobre, on a épluché les pages du projet de loi de finances, essayé de décrypter ce qui était décryptable, et on a sorti nos calculatrices. Et on a modélisé, on a regardé, c'est-à-dire que l'ESS, il faut lire entre les lignes. L'ESS, c'est les radios libres, c'est l'aide à domicile, c'est également des crèches, c'est également des EHPAD, c'est également, vous avez aussi pour les mutuelles, vous avez des coopératives, mais vous avez aussi tout ce qui relève de l'éducation populaire, avec tout ce qui va être lié au centre de loisirs, voilà, également tout ce qui est au niveau des pieds d'immeuble. Bref, voilà, vous avez une carrière une carrière de métier. Au total, ça représente 2,6 millions de salariés en France. C'est plus de 200 000 structures. Donc on est sur quelque chose d'important. C'est 10% du PIB, c'est 14% de la masse salariale privée. C'est pour vous donner un petit peu l'ampleur. Et donc, quand je vous dis que c'est un tsunami pour cette partie de l'économie qui représente quand même 10%. On a pris les calculatrices et on a regardé et on s'est dit, on a fait une estimation, parce qu'après, tout n'est pas écrit, hein. Et pour les radios libres, on était, je crois, c'est 25 à 15 milliards, hein, c'est ça, c'est énorme, hein, millions, pardon. Et après, pour l'économie sociale et solidaire en général, on est sur des milliards. Et là, l'évaluation fait ressortir 8,26 milliards. 8,26 milliards qui pourraient impacter directement l'économie sociale et solidaire. Et l'économie sociale et solidaire, en fait, vous êtes en plein dedans dans les radios locales, parce qu'effectivement, vous avez cette mission de proximité. Les acteurs et les salariés de l'ESS, ce sont effectivement des acteurs de proximité. C'est l'aide à domicile, c'est effectivement toutes ces structures aussi de santé qui sont en proximité. Bref, voilà, c'est vraiment tous ces métiers. Ça représente au total 186 000 emplois qui potentiellement pourraient être menacés sur l'ensemble de la France. 186 000, ça paraît peu, beaucoup. Si on va avoir une échelle, c'est un village dans un département qui disparaît. C'est 1800 salariés dans un département qui pourrait être menacé. C'est de l'emploi de très grande proximité. Donc effectivement, quand on a eu connaissance de la baisse énorme, c'est le mot baisse d'ailleurs est suffisant en tous les cas, cette coupe drastique dans le budget qui était alloué donc aux radios associatives, c'était une pierre de plus justement dans ce grand plaidoyer pour essayer d'œuvrer et faire en sorte que l'ensemble de l'économie sociale et solidaire qui est au service en fait des Français puisse retrouver pleinement sa place dans le quotidien des Français avec, pourquoi pas, comme ça va être le cas pour les radios libres, je croise encore les doigts, avec effectivement des amendements lorsque le PLF passera au Sénat dans 10 jours. Donc vous êtes en mode combat actuellement Absolument, c'est bien résumé. Gaëtan Bazir, je vous donne la parole aussi parce qu'on a témoigné là de l'importance de l'économie sociale et solidaire sur les territoires, notamment dans votre champ d'action sur les seniors, sur les liens intergénérationnels. Vous êtes vous aussi inquiet à titre d'élu ? Alors, je vais répondre, avant de répondre à votre question, les aides à domicile. Il faut savoir qu'en France, on n'a pas assez de structures, d'EHPAD, de maisons de retraite, etc., pour recevoir les personnes, les seniors ou les personnes qui en ont besoin. C'est pour ça que nous-mêmes à Louviers, on est passé par du privé pour avoir. Mais le privé, c'est pas le même prix. Et donc, si on nous enlève du budget pour les aides à domicile, comment on va faire ? Puisqu'on n'est pas préparé à laisser les seniors chez eux. Et c'est ce qu'ils veulent, les seniors, rester chez eux le plus longtemps possible. Quand ils peuvent, etc., ils aiment rester chez eux et c'est ce qu'il faut faire. Et on a une population de plus en plus vieillissante. Il faut tout faire pour qu'elle reste chez elle. Et avec cette situation, on va droit dans le mur. Parce qu'ils enlèvent des aides à domicile, mais ils ne donnent pas d'argent pour construire.
Nous, la résidence du parc, qui est gérée par la ville de Louviers, je ne vais pas en faire tout un plat, mais on a 111 résidences, 111 logements, mais j'ai une liste d'attente de 200 personnes. Tous les ans, j'ai 200 personnes qui veulent bien venir, mais quand on est à la résidence du parc, on y reste. Enfin voilà. Donc c'était pour finir votre propos. À mon niveau de mon propos à moi, je suis élu au senior, mais je ne suis pas senior. Donc j'aime bien écouter les seniors. Et moi, quand je leur parle de la radio, quand j'aurais dit j'allais venir ici, mais même avant, il ne faut pas oublier qu'eux n'ont connu que ce média. Ils me disent, tu ne te rends pas compte, on avait le journal, papier, et le soir, on avait la radio. Et donc, ils sont hyper attachés à la radio. Et moi, quand on travaille avec Radio Espace, où on fait des choses, on fait des guinguettes, enfin plein de choses, et je peux vous dire que quand je leur dis, bon, on est une douzaine, là, qui veut venir en parler à Radio Espace ? Ben, les 12 veulent venir. Donc, même pour voir, etc. C'est vraiment un lien. Et bon, ils sont bien reçus, hein, ils sont chouchoutés, il faut le dire, mais ils adorent. Et je n'avais pas conscience de ce lien historique où ils ont connu que la radio et que le soir, en famille, ils écoutaient la radio, etc. Moi, je n'ai pas connu, j'ai toujours la télé, la tablette, etc. Mais voilà, c'est hyper important et ça montre le lien et l'affection qu'ils ont pour la radio. Et j'avais fait un petit test à un moment ou à d'autre. Je parle de Radio Espace parce qu'on est à Louviers. Ils savent tous où est le siège de Radio Espace. Et j'ai des seniors qui ont 100, 102 ans, quoi. Et ils savent, ils disent, oui, c'est dans la rue, l'ancienne rue piétonne, là, etc. Je dis, ah bon, ben vous connaissez. Donc, c'est hyper important. Et au niveau du lien, la radio est une chose hyper importante. Parce qu'ils l'écoutent, Et l'importance d'être implanté dans un territoire, donc vous la ressentez ici à Louviers avec Espace, donc qui est visible de toutes et tous. Parce que forcément, là on parle des seniors, mais Radio Espace anime la plus grande fête de Louviers qui est la Saint-Michel. Ils sont un peu partout, donc dès qu'on leur demande de venir, ils sont là. Et les gens écoutent Radio Espace parce qu'ils ont l'information locale. Et c'est important d'avoir l'information locale. Mais c'est vrai que moi-même, j'aurais pas eu, avant d'être élu au senior, je n'avais pas cette image du senior attaché à la radio. Revenons sur ce combat que les radios associatives ont mené avec le CIRTI, avec le SNRL, le CNRA, mais aussi le CIRTI. Voilà, je vous tendais la parole, Kevin Moignoux, puisque vous n'étiez pas directement impacté par ce PLF, mais vous avez quand même réagi au sein du CIRTI pour venir au secours des radios associatives. Pourquoi ? Très bonne question. Et je peux dire que je suis très heureux d'être présent aujourd'hui parmi vous. C'était pas très loin pour moi. On travaille en Ile-de-France, donc on était très heureux de pouvoir se libérer pour participer à cette table ronde. Pourquoi nous sommes intervenus ? Parce que nous avons considéré, et je crois que c'est le titre de notre communiqué de presse, que cette décision préalable dans le cadre des travaux du PLF était symbolique d'un certain mépris des pouvoirs publics envers le média radio en général. Voilà. Et nous avions communiqué il y a quelques mois dans le cadre du projet de rapprochement entre Radio France et France Télé, dans le même état d'esprit, où nous dénoncions de notre point de vue ce qui nous semblait être une mauvaise décision qui pouvait mettre de côté le média radio dans un grand ensemble prioritairement tourné sur le média télé. Et et ce projet de réduction drastique du PLF, du FSER dans le PLF 2025 était à nos yeux dans le même état d'esprit. C'est-à-dire, on prend une ligne dans le budget de la culture, on regarde toutes les lignes, très culture, théâtre et autres, on se dit tiens, il y a un truc radio, on ne sait pas trop ce que c'est, hop, on va en enlever un tiers. Et c'était assez symbolique de ce que nous vivons depuis des années dans nos échanges avec le ministère de la Culture, où on a le sentiment que le média radio, et notamment les radios privées, et associatives ont une vague écoute. Vous en avez dans le cadre du FSER, mais c'est vrai que sur d'autres sujets très structurants, et je pense qu'on en reparlera sur la question notamment du DAB+, et de l'accompagnement dans le déploiement du DAB+. Là, d'un coup, il n'y a plus personne pour nous aider. Sur des sujets très structurants pour des radios commerciales que nous sommes, les mentions légales, les quotas francophones, des questions de régulation des marchés publicitaires, là, idem, l'écoute est très, très éloignée. Donc, on a voulu s'exprimer. On a aussi une fibre en commun, car nous représentons une grande part de radios locales
qui sont dans la proximité et qui sont au lien sur les territoires. Nos adhérents ont souvent des adhérents au SNRL ou à la CNRA en proximité. Il y a même des associations en commun, il y a une présence sur des multiplex ensemble dans le DAB+, donc il y a un lien de proximité. Et puis, on a, nous, cette volonté au sein du CIRTI depuis quelques années de travailler dans un esprit plus collectif, parce que nous sommes un tout petit secteur. Le média radio est un média écouté par quasiment 9 Français sur 10 chaque semaine, donc les gens, et vous le rappelez très justement, que ce soit les générations un peu plus anciennes, mais même des jeunes générations qui viennent à la radio progressivement lorsqu'il y a l'achat d'un premier véhicule ou parce qu'ils écoutent la radio avec leurs parents. Donc les Français sont très attachés aux médias radio, et en même temps, c'est un média où finalement il y a très peu d'acteurs, où le chiffre d'affaires, si on va sur des chiffres, est assez réduit par rapport à d'autres industries culturelles ou d'autres médias. Le nombre d'emplois, on en parle très régulièrement avec Emmanuel et Christophe. On est sur une branche, la radio privée, c'est 5-6 000 salariés. Ce qui est peu, c'est une petite usine de secteur automobile, quoi. Si on met le service public, on monte un peu plus, on est autour des 10-12 000. Donc on est plutôt un petit secteur professionnel, mais avec un grand attachement pour les Français. Et c'est aussi pour ça que les politiques se sont fortement mobilisés, parce que chacun de leurs concitoyens, chacun de leurs électeurs est un auditeur de la radio. Voilà. Donc nous, on travaille dans cet enjeu du collectif. Tu l'as rappelé, je suis secrétaire général du CIRTI, donc qui rassemble les radios indépendantes, locales, thématiques et généralistes. Je préside la Fédération des employeurs de la radio privée. Alors, on capte le mot radio privée, même si les radios associatives ne sont pas intégrées dans cette fédération. Mais on a bon espoir qu'un jour, cette fédération s'élargisse à l'ensemble des acteurs de la radio privée comme associative. Cette fédération regroupe toutes les radios commerciales. On aurait pu l'appeler radio commerciale, mais le mot commercial peut être un peu péjoratif parfois, donc on est allé sur radio privée. On travaille ensemble sur l'association Ensemble pour le DAB+. Je ne sais pas si Maëlo serait dans la salle, je l'ai vu tout à l'heure. On a recruté un délégué général qui nous accompagne, et le SNRL a rejoint, et on espère que la CNRA nous rejoindra prochainement au sein de l'association, qui porte collectivement le sujet du DAB+. Nous travaillons, parce que notre conviction aujourd'hui que le média radio a eu cette tendance-là à travailler chacun dans son coin, sur ces petits sujets. Et vous avez raison de vous battre pour le FCER, on a raison de se battre pour les mentions légales, le service public a raison de se battre pour son financement, mais qu'on a peut-être un peu trop souvent oublié de se dire on va porter un message collectif, on va prendre 3-4 sujets qui nous concernent toutes et tous, et on va aller voir Rachida Dati, puis on va lui dire à tous, ça serait bien d'arrêter de nous faire des vidéos, parce que nous aussi à notre congrès, elle nous fait des vidéos, on est fort contents. Ça serait bien un moment de nous recevoir tous dans son bureau, d'écouter les 3-4 sujets très structurants sur notre média, et on en a. On en a. Donc là, effectivement, nous n'étions pas concernés par le fonds de soutien. On pouvait dire qu'on était un peu concernés indirectement sur des effets rebonds, sur des enjeux de financement, mais ça n'était pas notre combat. Et regardez d'autres, le bureau de la radio n'a pas communiqué, Radio France n'a pas communiqué. Mais notre conviction est qu'il faut travailler collectivement, et c'est l'état d'esprit de ma présence aujourd'hui, du travail que l'on fait avec les dirigeants du SNRL et de la CNRA. Et je pense que si on veut, si vous voulez pouvoir poursuivre cette mission de communication sociale de proximité, ça passe avant tout par une poursuite en bonne santé du média radio. Parce que si demain, les gens n'ont plus d'autoradio dans leur voiture, si demain, sur les enceintes connectées, lorsqu'on demandera d'écouter telle ou telle radio, Alexa dira non, je n'ai pas accès à cette radio, et vous comprendrez, c'est parce qu'ils n'ont pas payé ce qu'il fallait payer pour accéder à cette enceinte connectée, et les exemples peuvent être démultipliés ainsi. Et vous pourrez faire, votre communication sociale de proximité dans votre coin, ça n'ira pas bien loin, et nous, nos programmes et le service public l'emploient. Voilà. Donc je pense qu'il y a un combat collectif à mener, et nous sommes peut-être le seul secteur de la culture et de l'audiovisuel qui n'a pas cet état d'esprit-là de dire on est peut-être des différences, mais on a un combat collectif à mener. Il est temps qu'on s'y mette, et en tout cas, nous, on sera à vos côtés pour avancer en ce sens. Emmanuel Boutrin, est-ce que justement cette mobilisation historique des radios associatives, du SNRL, du CNRA, c'est un premier pas pour cette mobilisation collective, pour ensuite entraîner des sujets ensemble, collectifs, avec d'autres catégories de radios? D'abord, merci à Kevin Moignot de son intervention, de sa présence. Également, bien sûr, la réponse, elle est oui. C'est-à-dire que c'est très positif pour
chacune et chacun d'entre nous, pour l'ensemble des radios, de finalement commencer à réfléchir collectif, c'est-à-dire réfléchir média. Et le média radio, c'est bien évidemment... En gros, c'est un écosystème, la radio. Les uns entraînent les autres. Les radios commerciales sont une nécessité dans ce pays. Le service public est une nécessité aussi. C'est ça, et évidemment, les radios associatives représentent également un taux d'écoute, d'ailleurs, qui n'est pas si négligeable que ça, en tout cas sur certaines zones et outre-mer. Et c'est quelque chose, tout ça, ça a un effet d'entraînement. Ça a un effet d'entraînement parce que la personne qui écoute le service public, la personne qui écoute une radio, une des anciennes radios privées, qu'on appelle radio généraliste privée dans notre jargon, la personne qui écoute un service thématique, la personne qui écoute une radio commerciale locale, la personne qui écoute une radio associative, eh bien, les auditeurs et les auditrices, je pense qu'ils ne sont pas forcément captifs d'une seule radio, d'un seul média. La preuve, c'est qu'on écoute aussi la télévision, et puis on se balade à la télé. Parfois, on va même sur des plateformes. Et puis, on écoute la radio. Et entre radios, évidemment, les auditrices et les auditeurs, elles ne sont pas captives, elles sont libres. Elles sont libres parce que la radio, c'est un média universel. Et c'est un média qui est accessible avec un récepteur. C'est un média magique, d'ailleurs, et c'est ça qui fait notre unité. C'est ça qui fait aussi que, et on le voit là avec notre exposition, c'est là où est fondé finalement, où se fonde, où s'essentialise un média qui a la particularité d'être d'abord le premier média mondial en termes d'écoute, même s'il a tendance à baisser légèrement en termes d'écoute globale, toute radio confondue, hein, dans notre pays, concurrencé par d'autres modes d'écoute. Et c'est pour ça qu'il faut arriver en effet à travailler ensemble. Je me souviens qu'on avait fait un congrès à Nantes. Je ne sais pas si Kevin, tu étais là déjà, mais on avait parlé, il y avait un rapport moral d'ailleurs, collectif, qui disait pour l'Alliance globale de la radiodiffusion. On était un peu précurseur, peut-être, Kevin, excuse-moi de tirer la couverture au SNRL, mais non, je vous promets, hein, on va faire un collector avec les vieux trucs renéotés, mais pour l'Alliance globale de la radiodiffusion. J'avais vu d'ailleurs à cette époque-là, il y avait l'ancien délégué général du bureau de la radio qui nous a quittés quelques années plus tard, malheureusement, et qui finalement a été très intéressé par cette idée. Et finalement, cette idée, elle a germé, et aujourd'hui, nous en arrivons à la nécessité de mettre en œuvre cette idée. Et Kevin a parfaitement raison. Il faut arriver à mettre en œuvre cette idée, c'est que nous travaillons finalement dans le même type de médias, avec le même type de diffusion, avec finalement ce qui fait notre originalité, c'est-à-dire le broadcast, c'est-à-dire avec des aménagements, bien évidemment, avec des transformations, avec des évolutions digitales, mais nous sommes donc dans un média d'abord d'immédiateté et au service des citoyens et des citoyennes, au service de la proximité. Et je crois que toute la radio est également au service de la proximité dans son essence même. On va continuer à interroger cette communication sociale de proximité. On a donc compris que les nouvelles étaient plutôt bonnes sur le FSER, même si l'attention, j'imagine, Jean-Marc Courrèges-Sénac, doit rester maintenue. Le combat continue pour vous aussi. Comment cet avenir doit-il s'écrire? Quelles évolutions apporter aujourd'hui à cette communication sociale de proximité? D'abord, sur le mot communication, on sait qu'il y a d'autres fonds qui existent, notamment depuis 2016, un fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité. Ça semble réducteur par rapport à l'aspect communication plus large, la mission de communication qui incombe aux radios associatives. C'est pas quelque chose vers lequel vous souhaitez tendre? On va parler d'avenir, c'est-à-dire comment les radios doivent s'adapter à l'évolution de la société. Parce que nos radios, elles sont totalement inscrites justement dans la société, elles sont des acteurs majeurs du bien vivre ensemble, parce que chez nous, et en comparaison aux réseaux sociaux, lorsqu'il y a des échanges, lorsqu'il y a des débats sur nos antennes, mais ces débats, ils sont cadrés quand même.
notamment avec la convention que l'on peut signer avec l'autorité de régulation, donc avec l'ARCOM. Donc ces débats, ils se font dans un cadre légal, avec le respect des personnes présentes et des différentes idées qui sont données sur nos antennes. Et en fait, nos radios, elles sont là aussi pour, quelque part, titiller un tout petit peu les neurones des auditeurs et des auditrices, et de participer aussi à l'évolution de leur sens critique, pour qu'ils ne restent pas figés dans leurs propres opinions, qui n'est peut-être pas non plus une vérité qui est de marbre et qui ne peut pas évoluer. Contrairement aux réseaux sociaux, où les algorithmes font très souvent que vous allez discuter avec des personnes qui ont exactement les mêmes idées que vous. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de confrontation d'idées, de débat, etc. Donc nous, je pense qu'on est véritablement dans la vraie communication, c'est-à-dire comment je vais communiquer avec une personne avec qui je n'ai pas les mêmes idées, comment je vais faire évoluer le débat, comment je vais faire évoluer aussi ma mentalité, alors que sur les réseaux sociaux, au contraire, quelque part, on est rassuré parce qu'on fait partie de groupes qui sont identiques avec les mêmes idées. Donc les radios, on a parmi les priorités sur la communication sociale de proximité, on a aussi une part assez importante sur comment doit évoluer, comment la réflexion va être portée sur l'évolution de notre société et comment on va faire tout ça dans un débat apaisé pour bien vivre ensemble. Donc on a aussi à se réinventer par rapport à cette évolution-là, sur comment je souhaite communiquer plus en avant vers une population qui est peut-être moins attirée par la radio, je pense notamment au public jeune, mais ça se travaille aussi avec des ateliers d'éducation aux médias et à l'information, où très souvent, à part dans la voiture des parents ou alors dans le bus où ils écoutent la radio, c'est parfois, et moi je peux en voir au niveau de ma radio, puisque je fais aussi des ateliers d'éducation aux médias, où parfois le jeune public découvre la radio via ces ateliers d'éducation aux médias. Donc on leur offre des perspectives, on leur présente aussi comment est traitée une information, comment on débat, le danger aussi des réseaux sociaux et de tout ce que l'on peut trouver sur Internet. Donc nos radios, elles réfléchissent, elles participent et elles se réinventent, je crois, quotidiennement. Et ça doit se faire aussi de pair avec à l'autorité de régulation pour nous donner la liberté par rapport à nos conventions pour pouvoir faire évoluer justement ces programmes avec l'évolution de notre société. Et ça résonne fort avec ce qu'on peut toutes et tous connaître. Moi, par exemple, sur mes réseaux sociaux, j'ai très peu d'articles qui remontent sur le droit, David Verdier. C'était aussi un enjeu pour vous d'intéresser le plus grand nombre à travers l'outil radio à cette question-là qui n'est pas toujours bien traitée ou très peu traitée finalement. C'est vrai que le droit est souvent traité par le biais des affaires judiciaires, qui sont plus médiatiques. Mais la culture juridique est très peu répandue. On sait que le gouvernement, pourtant, a misé sur l'accès au droit. Ce qu'on parle, l'accès au droit, c'est-à-dire la possibilité pour toute personne d'aller se rendre dans une maison de justice et d'éventuellement avoir des conseils d'un avocat. Mais ça, c'est pour les litiges individuels, en quelque sorte. On a un problème, on y va. La diffusion plus générale du droit se fait très très peu en France, alors nous sommes dans un état de droit, et donc ça appartient effectivement, le droit appartient à tous. Et c'est la culture juridique est nécessaire, puisqu'on en a besoin pour effectivement des démarches quotidiennes, on a besoin d'avoir des notions de droit, etc. Et donc, l'idée avec Radio Espace, c'était effectivement de permettre une certaine pédagogie, une démarche didactique pour offrir aux gens une base culturelle juridique. Voilà. Et donc on essaye, avec Anne-Laure Coconnier, on essaye effectivement de choisir des thèmes qui soient en rapport avec les préoccupations quotidiennes des personnes. On parle de droit de voisinage, on peut parler de la présomption d'innocence dans l'affaire Mbappé récemment, on peut parler de plein de choses en droit du travail, Anne-Laure Coconnier en a parlé, effectivement, puisque une partie des auditeurs sont des salariés et donc ont des difficultés dans les entreprises, vous pouvez avoir des revendications particulières, et donc on essaye de diffuser cette culture juridique au plus grand nombre. Donc le premier pas finalement dans l'accès au droit, c'est d'abord l'information au droit. Oui, c'est ça. Il y a d'abord un minimum à connaître, effectivement, une base culturelle juridique minimum. Après, si évidemment on a un litige particulier, on peut aller voir un professionnel du droit. Mais ce n'est pas une mauvaise chose que les gens, effectivement, aient cette culture juridique, comme d'ailleurs d'avoir des connaissances dans d'autres domaines. Mais c'est assez peu diffusé en France, même dans les médias, à la télé, dans d'autres radios du service public, etc. Cette démarche est peu faite. Et donc, on a trouvé ça intéressant et Radio Espace s'est emparé effectivement de cette idée. Et je pense que c'est
assez bonne idée de mon point de vue, du point de vue effectivement des avocats, mais c'est vrai que quand on rencontre dans nos cabinets des gens, ils sont souvent démunis parce qu'ils n'ont pas cette minimum de base de culture juridique. Gaëtan Mazir, dans votre témoignage tout à l'heure, on a compris qu'il y avait un fort attachement aux médias radio, notamment de nos aînés. Mais dans votre témoignage, vous avez aussi expliqué que finalement, ils ne font pas que consommer, ils sont aussi acteurs et actrices du média radio. Là, on est en plein dans l'éducation aux médias qu'on dédie plutôt souvent à la jeunesse, mais finalement, ça concerne toutes les générations, l'éducation aux médias, selon vous, et selon l'exemple que vous voyez tous les jours ici à Louviers. Oui. Oui, alors d'une part, quand ils viennent à Radio Espace dans le studio, ils adorent, mais il y en a qui viennent pour parler de l'activité en soi, mais il y en a qui nous demandent de venir parce qu'ils n'ont jamais vu. Et donc ils ont cette soif de connaissance, parce que c'est pas parce qu'on est senior, c'est pas parce que je pense à une dame de 89 ans, elle voulait à tout prix venir parce qu'elle n'avait jamais vu. Et donc ils aiment. Je peux les emmener. Enfin, moi, j'avoue que j'ai découvert cette délégation il y a 4 ans. C'est une force. Enfin, ils ont peur de rien. Je peux leur dire des choses. À un moment ou à un autre, je dis on devrait manger, faire une nocturne à minuit, faire des choses à minuit avec de la lumière, un feu d'artifice et tout. Et je me suis dit, mais je vais. Et oui, bah ok, on va faire des gâteaux, on va faire. Et ils sont toujours partants. Ils ont toujours cette soif de connaissance. Et alors, je peux pas l'expliquer pourquoi, parce que bon, il y en a forcément dans le lot qui ne sont pas partants, mais les 3/4 sont partants. Ils sont prêts à découvrir des choses. Alors la radio, en plus, Radio Espace, c'est tout neuf, c'est tout beau, c'est vraiment un beau studio. Et ils veulent venir. Enfin, quand il y a le studio à la Saint-Michel, ils nous disent Gaëtan, vous organisez une sortie pour qu'on aille voir. Je dis oui, la Saint-Michel, oui, et le studio Espace. Okay, bah oui aussi, mais la Saint-Michel c'est bien aussi. Mais donc voilà, donc ils sont vraiment partants. Et c'est cette soif. Moi, je suis toujours admiratif. Je me dis qu'à un moment arrivé dans notre vie, on doit être un peu blasé. Eh ben non, ils sont pas blasés. Ils sont pas blasés. Ils sont toujours en soif de connaissances. Après, il faut dire, on joue le jeu aussi au niveau de la radio, etc. Parce que quand ils sont interviewés, c'est eux qui présentent. On a organisé pour la première fois une braderie, une foire à tout dans la résidence du parc, toute une journée. C'est eux qui l'organisent et c'est eux qui en ont parlé. C'est pas nous. C'est pas moi qui. Je dis moi, je viens pas en parler. C'est pas moi qui le vend. C'est vous qui avez eu l'idée. Mais il y a aucun qui m'a dit ah non, nous on a peur, etc. Ouais, bon, vous êtes derrière nous, mais on veut. Ok, ils y vont, quoi. Enfin, et donc, voilà. Moi, je les trouve. Je suis très fan de mes seniors, en fin de compte. Emmanuel Boutrin, est-ce que un des enjeux derrière l'avenir de la communication sociale de proximité, c'est aussi de mieux faire connaître toutes ces actions? Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti en allant plaider la cause des radios associatives auprès des élus que vous avez rencontrés dans ce combat ces dernières semaines? D'abord, je n'étais pas seul à le faire, puisqu'il y avait mes collègues de la Confédération nationale des radios associatives, et puis il y avait toute l'équipe du SNRL, et notamment également les équipes en région et de la CNRA et du SNRL. Mais oui, quand on a l'occasion d'interpeller ou de rencontrer les élus, on s'aperçoit que ce qui est porteur, ce qui fait notre succès finalement, c'est aussi ce qui fait notre identité. Succès, identité, c'est-à-dire la communication sociale de proximité. Alors, bien évidemment, on l'explique différemment puisqu'elle n'est pas codifiée finalement par la réglementation ou par la loi. Faut-il le faire? Moi, j'ai plutôt tendance à dire oui, mais après tout, je n'ai pas de certitude. Faut-il que cette réflexion rentre dans le cadre d'une réflexion plus globale avec l'ensemble de l'écosystème de la radio? Je pense que ça peut être un angle intéressant. Il va falloir le faire avec l'ensemble des acteurs. Mais oui, quand on va voir, pour répondre plus précisément, quand on va voir un parlementaire, un député, un sénateur, un élu local, oui, en effet, ce qui est intéressant, c'est ce qui fait notre identité, c'est ce qui fait notre reconnaissance, c'est-à-dire notre capacité à faire intervenir des experts à l'antenne, à faire intervenir des citoyens, à faire réagir les auditrices et les auditeurs. Et cette réaction est quelque chose de fondamental. On a tendance à oublier, mais je me souviens que à la fin des années 80, on parlait de radio. Alors c'était un peu marginal peut-être, en termes d'entendement, mais on parlait de radio participative, parce que les auditeurs pouvaient interagir et intervenir à l'antenne, comme d'ailleurs les radios
commerciales savent très bien le faire. Ne l'oublions pas, alors sur des thématiques peut-être plus traditionnelles, je ne sais pas, mais elles savent très bien le faire. Et nous avons beaucoup appris ensemble, radio commerciale et radio associative, sur les dispositifs d'interaction. Moi, je me souviens que les radios associatives prenaient exemple sur des questions tout à fait techniques d'insert téléphonique pour éviter les crachotements techniques. Mais on était au début des années 80. Donc ça veut dire qu'on a avancé ensemble sur la question de l'interactivité. Maintenant, ça peut sembler beaucoup plus banal, on s'en fiche, bon, les choses évoluent, l'interactivité se développe différemment, notamment par l'intermédiaire du digital, mais elle est toujours là, c'est ce qui fait notre ADN. Et c'est ça qu'adorent nos interlocuteurs élus et parlementaires. C'est ça qui fait notre identité, et je pense qu'on va le poursuivre. Je ne pense même pas. Il faut qu'on le poursuive. Il faut qu'on pioche, il faut qu'on travaille cette idée de telle façon à renforcer cette identité et renforcer la place de la radio dans le conscient collectif de notre nation, pour employer un grand terme, c'est-à-dire de l'ensemble de nos concitoyens. Gaëtan Bazir. Moi, je ne connais pas un élu qui n'est pas content d'avoir sa radio locale. Monsieur le maire de Louviers n'est pas là, il est en déplacement. Mais moi, quand il présente Louviers, il parle du théâtre, de la patinoire, du bowling et de la radio locale. Il le présente dans son packaging de la ville de Louviers. Donc on est fiers d'avoir une radio locale chez nous. Et donc les parlementaires, c'est hyper important parce qu'on sait pourquoi, mais les élus locaux, ils soutiennent les radios associatives et locales. Hugues Polastro, pour l'UDES, c'est quelque chose que vous ressentez aussi plus généralement sur l'économie sociale et solidaire. Elle est bien implantée localement. Par contre, elle est moins comprise, entre guillemets, sous les plafonds dorés de la République. Oui, je vais répondre à votre question. Je voudrais juste me faire écho, effectivement. Et les élus locaux, dans la logique parlementaire toujours, sont extrêmement importants. N'oublions pas que les élus locaux sont aussi les électeurs des sénateurs. Et donc, c'est aussi effectivement un autre levier de pression dans le cadre d'un plaidoyer, d'une stratégie d'influence dans le lobbying, effectivement, pour du coup faire pression. Et c'est ce que je pense vous avez, je croise les doigts toujours, que vous avez, j'espère, réussi pour les radios associatives. Et là, je reviens à votre question et j'essaie de me dire quelle était votre question. Alors, je vous demandais si les élus locaux avaient bien conscience de l'impact, de l'importance de l'économie sociale et solidaire, mais qu'au-dessus, ça coinçait un petit peu. Oui, tout à fait. Parce que pour le coup, dans le cadre toujours de ce PLF, je vais parler de l'actualité, je vous ai parlé des premières mesures qu'on a mises en place. On est effectivement, comme vous l'avez fait au niveau du SNRL, on l'a fait aussi à notre niveau. D'ailleurs, on a aussi relayé les messages qui étaient portés par le SNRL auprès des ministres, auprès des députés. On a rencontré aussi les sénateurs, on en rencontre encore. Mais on s'est aussi rapproché des associations d'élus. Et on va bientôt être en contact, par exemple, avec l'Association Région de France et également aussi avec les départements de France et également avec l'Association des maires ruraux de France. Parce qu'effectivement, les radios associatives font partie de l'économie sociale et solidaire, et donc comme l'ensemble de l'économie sociale et solidaire, est extrêmement présente sur l'ensemble du territoire. C'est la force de l'économie sociale et solidaire, c'est ce mariage, et donc effectivement cette relation extrêmement forte et puissante avec les élus de proximité. Kevin Moignoux, vous avez souligné tout à l'heure que la communication sociale de proximité, alors vous ne l'avez pas dit comme ça, mais je vais le résumer, était un petit peu la chasse gardée des radios associatives, mais vous aimeriez que les radios privées soient concertées dans leur ensemble sur la définition même de cette communication sociale et de proximité ? Alors, je ne sais pas si c'est la chasse gardée, peut-être le terme. Moi, je voudrais rebondir sur l'aspect communication et le travail des radios. Ce qu'on constate aussi, c'est que ce travail se fait de plus en plus en dehors de l'antenne. Et vous l'indiquiez tout à l'heure sur les visites de studio. Alors, il y a l'éducation aux médias que nous faisons aussi, même si on a un peu de retard par rapport aux radios associatives qui sont plus avancées sur cette thématique. Mais on le voit notamment, nos adhérents qui sont beaucoup des radios avec une forte tendance musicale, peuvent proposer un concert qui va être le premier concert qu'on va pouvoir faire des jeunes publics. Finalement, ils vont aller au concert organisé par Voltage, Sweet FM en Normandie ou Tendance Ouest en Normandie aussi. Et puis, ça va leur donner envie d'aller acheter une place de concert pour cette fois-ci. Et donc, on participe à une chaîne comme ça. Et je pense que c'est le cas aussi des radios associatives, c'est le cas des réseaux nationaux. Et donc, on a ce média radio qui arrive à se porter en dehors de ces studios, en dehors de l'écoute antenne.
Et on peut le voir aussi sur des foires, des expos, des événements sur le terrain. Si vous êtes allé au Salon de l'Auto, il y avait un certain nombre de radios qui étaient présentes au Salon de l'Auto pour mettre en avant leur programme, enregistrer des émissions sur place. Et il y avait énormément de monde autour des studios parce que les gens étaient attirés par ces studios radio pour voir qui était en train de parler au micro. Donc on reste un média attractif. Donc je pense que la communication aujourd'hui des radios dont le métier d'origine c'était la radio, prend d'autres formes, prend d'autres tournures. Et on le voit également par exemple, sur nos sites internet et sur nos réseaux sociaux. Je ne sais plus qui évoquait tout à l'heure la question des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont largement alimentés par les productions qui viennent de nos sites. Nous, on a une centaine de sites de nos adhérents qui ont été reconnus comme éditeurs de presse en ligne et qui, à ce titre, touchent des droits voisins des éditeurs de presse, donc reconnus comme ce travail-là. Il y a 20 ans, mes adhérents n'auraient pas imaginé toucher de l'argent au titre de leur activité sur leur site internet. Ils étaient plutôt contents d'avoir leur site internet de promotion de leurs antennes, de leurs jeux concours. De là à imaginer avoir des rémunérations par les acteurs plateformes en ligne à ce titre-là, il y avait vraiment du chemin à parcourir. Donc je pense qu'on fait tous de la communication, on fait tous de la proximité sociale, parce qu'effectivement le terme social peut être attaché, moi qui ai travaillé en collectivité locale, le CCAS fait de l'activité sociale et pour les 3e âge, 4e âge, mais le social c'est surtout la proximité, les territoires, le lien. Et puis cet enjeu de proximité est fort et nous on le ressent et je pense que le média radio doit aussi le défendre. Les Françaises et les Français, métropole, outre-mer, ont du mal à percevoir ce qu'est une radio locale ou ce qu'est une radio nationale. Il faut en avoir largement conscience. Je pense que vos concitoyens, lorsqu'ils allument leur poste de radio, la radio qu'ils écoutent, pour eux, ils savent qu'ils sont dans une radio de territoire, mais ils se disent est-ce qu'elle est présente dans toute la Normandie, est-ce qu'elle est présente sur d'autres départements? Et ça peut aussi être le cas pour une radio. J'ai Radio Nova qui est adhérent chez moi. À Clermont-Ferrand, vous avez une fréquence FM de Radio Nova. Je suis auvergnat et ma famille est en Auvergne. Et quand je leur ai dit j'ai Radio Nova chez moi, ils m'ont dit oui, mais c'est une radio locale, Radio Nova. Ils sont juste à Clermont. Non, Radio Nova, ils sont beaucoup plus larges, beaucoup plus présents. Et d'autres personnes peuvent penser que Radio Nova est une radio en France entière. Pourtant, lorsque vous partez en FM à Vichy ou un peu plus loin en Auvergne, vous n'avez plus Radio Nova. Donc on a ce lien qui est fort. Chaque Français et Française pense que son paysage radio est le même pour tout le monde, alors que ça n'est pas le cas, ce qui est une différence aussi avec la télévision. Et ce lien avec la presse est différent. Les gens ont plutôt conscience que leur presse est une presse locale, ça parle énormément du territoire. Et donc il y a cet enjeu-là. Donc chaque format de radio finalement fait de la proximité. Et c'est le cas aussi notamment j'ai des radios thématiques musicales. Les gens sont aussi attachés. Il y a des radios thématiques musicales au sein des radios associatives, des beaux programmes. Il y a cet attachement. La proximité, ça n'est pas que parler des territoires, c'est un élément important, ou des enjeux de communauté. Ça peut être aussi les territoires d'intérêt, les territoires de vie. Et je pense qu'il faut que toutes et tous on y travaille parce que c'est aussi ce qui fait l'attractivité du média en termes de renouvellement. Le DAB y participe avec des nouveaux programmes. Et il faut qu'on arrive à porter tous ensemble ces sujets. On va se tourner vers l'avenir, justement, cette idée de communauté. Est-ce que les radios associatives peuvent porter ça aujourd'hui, créer une communauté sur un territoire? Elles le font sans doute partiellement déjà. Elles le font déjà. Elles le font déjà. En fait, très souvent, les radios associatives, c'est le relais des identités des différents territoires. Donc les auditeurs et les auditrices du territoire s'y reconnaissent totalement. Je suis très très bref parce qu'en fait pour moi ça apparaît logique depuis des années en fait où je l'ai dit en préambule et de toute manière nos radios sont très souvent des radios de territoire, donc il y a une identification directe des auditeurs et des auditrices envers la radio qui est présente et qu'ils écoutent quasiment tous les jours. Pour cette réponse c'est simple, rapide et bref. Pour les défis de demain, pour cette communication sociale de proximité, là c'est peut-être un peu plus long, mais selon vous, Jean-Marc, quels sont ces défis à relever pour les radios associatives demain, outre les réseaux sociaux et ce combat-là? Il y a déjà les défis économiques, c'est-à-dire de préserver le fonds de soutien à l'expression radiophonique, ça fait partie des défis. Il va falloir aussi que nos contenus soient peut-être plus... alors pardon, je vais prendre un terme qui est propre aux radios commerciales, mais peut-être plus monétisé ou plus aidé
peut-être par les collectivités, lorsque des podcasts sont réalisés, notamment. Sur l'avenir du média, déjà, ça va passer par une numérisation qui va s'accélérer, avec une radio qui est toujours très écoutée en mode linéaire, c'est-à-dire en mode broadcast, désolé pour l'anglicisme, mais qui va s'écouter de plus en plus au format délinéarisé, c'est-à-dire au format podcast, avec des créations aussi originales. Et là, les radios associatives, elles ont été aussi assez précurseurs dans ce domaine, puisque pas mal de nos radios adhérentes sont à la pointe des créations sonores qu'elles proposent. Parfois, d'ailleurs, aussi, c'est en lien avec des territoires, des collectivités. C'est le cas chez moi, en région Occitanie, où la région finance des formats soit courts, soit beaucoup plus longs, beaucoup plus ambitieux sur telle ou telle thématique. Et chaque radio s'empare et propose une création sonore originale. Il y a des radios associatives aussi qui participent à la création de contenus audio avec des résidences d'auteurs, d'artistes qui restent présents pendant plusieurs mois dans les radios pour créer quelque chose d'original. Donc, en fait, il va falloir capitaliser sur ce qui fait notre force, c'est-à-dire l'audio. Il ne faut pas négliger non plus les autres acteurs comme les réseaux sociaux, Internet, en proposant des contenus originaux également. Mais tout ça, malheureusement, ça a un coût. Est-ce que nos économies... Alors c'est vrai que très souvent, on a utilisé le système D, qui est toujours très développé au sein de notre radio. Mais là, il y a une telle multiplicité des plateformes, des formats, que le système D a aussi ses limites. Et ça doit s'accompagner aussi par une nouvelle évolution économique pour que l'on puisse répondre présent et avoir une visibilité sur un maximum de plateformes, un maximum de supports pour que la radio et que l'image de la radio reste préservée et se développe surtout au sein des populations et au sein des auditeurs et des auditrices. Très souvent, c'est vrai que nous, professionnels de la radio, on a peut-être une tendance à s'auto-flageller lorsqu'on regarde uniquement les chiffres de l'audience quotidienne en disant « Ah là là, c'est un média qui baisse, qui est en train de perdre de sa puissance », parce que c'est vrai, on est à peu près 70% maintenant de personnes qui écoutent quotidiennement la radio. C'est un chiffre qui est en baisse par rapport aux années précédentes. Mais c'est un tout petit peu aussi logique par rapport à de nouveaux acteurs qui arrivent et qui prennent une place de plus en plus importante, et notamment sur l'écoute ou la vision à la demande. Mais lorsque vous observez l'auditoire semaine ou l'auditoire global d'une radio, il a plutôt tendance à ne pas baisser, voire même, dans certains cas, à progresser. Donc j'ai un message rassurant pour toutes les personnes qui sont ici. La radio, ce n'est pas encore fini. Heureusement, il y a encore plein de capacités, mais il va falloir aussi que l'on réfléchisse à de nouveaux financements qui peut-être ne passeront pas uniquement par le ministère de la Culture, mais par d'autres leviers de financement. Il y a toujours des moyens de se réinventer, peut-être de faire sortir aussi des formats qui ont disparu par le passé, qui pourraient être d'actualité en ce moment. Donc moi, je crois toujours à la créativité des dirigeants des radios et en particulier des radios associatives. Et c'est ce qu'a montré cette crise traversée, Emmanuel Boutrin, c'est que les radios associatives sont toujours dynamiques, bien présentes, vivantes. Oui, moi j'ai beaucoup d'espoir et même une vision sur l'avenir de la radio et en particulier, donc on va revenir à notre écosystème sur la radiodiffusion associative. Je suis en train de me poser une question et j'aimerais me la poser avec vous, chers amis. Il y a la notion de territoire. Depuis tout à l'heure, c'est vrai, c'est un mot que j'aime pas forcément beaucoup. Enfin, faut se poser la question. Il est à la fois beau et à la fois restrictif. Mais vous savez, dans le monde entier, les radios de type associatif ou coopératif, on les appelle les radios communautaires. Mais pas communautaires au sens segmentation du public ou des auditeurs, communautaire au sens territorial. Et ça correspond parfaitement à la politique d'attribution des fréquences du régulateur, c'est-à-dire des fréquences à puissance relativement limitée, on va dire entre 200 ou 500 watts et 5 kilowatts, et avec une zone de diffusion surfacique qui est limitée. Et là, nous avons donc une communauté de destin, c'est-à-dire une communauté de
territoire, une communauté qui est subrégionale, subdépartementale, et parfois qui correspond à plusieurs collectivités locales, municipalités, et finalement c'est la radio de la communauté de territoire. D'ailleurs on parle de communauté de communes, et il y a bien le mot communauté. Et je me demande si un jour on ne pourrait pas essayer de réhabiliter ce terme qui a souvent une connotation péjorative, on est tous d'accord là-dessus. Ce que j'allais dire. Voilà, non, mais allons plus loin que ces concepts un petit peu particuliers. Le mot communauté, c'est un mot essentiel parce que c'est l'identité de territoire, c'est une communauté de destin, une communauté économique, c'est une communauté de culture territoriale sur laquelle on vit évidemment les mêmes problématiques, les transports, la santé, l'école. On a finalement les écoles primaires et les collèges sont des établissements locaux finalement qui correspondent en effet à des besoins de service public, des missions de service public qui sont locales. Donc c'était juste un élément de réflexion. Je souhaitais en parler Mais ce qui est extraordinaire, c'est que par ailleurs, cette notion de territoire et de communauté, eh bien, elle est financée et même centralisée. Moi, je suis assez pour ce paradoxe de la centralisation du financement. Quelqu'un parlait tout à l'heure du fonds des médias de proximité qui sont dotés d'1 million, entre 1 million et 1,3 million. Je viens d'apprendre tout à l'heure, au moment du repas, que finalement les études de dossier étaient décentralisées auprès des DRAC. Ce n'est pas forcément une bonne chose. C'est pas forcément une bonne chose, par exemple, je ne sais pas si ça pourra germer dans l'esprit de quelqu'un comme l'histoire de Bercy il y a 3 semaines, mais moi je suis assez content qu'il y ait une direction centrale, la DGMIC, une direction centrale du ministère de la Culture, qui finalement soit notre autorité de tutelle en termes de financement. Parce qu'il y a, d'abord ça évite le clientélisme, on va dire. Je ne sais pas comment l'expliquer, hein, mais ça évite le clientélisme. Les dossiers sont normés, et ils sont normés nationalement. C'est-à-dire qu'à la fois, notre identité, c'est celle d'un territoire et d'une communauté territoriale de destin et de services, et à la fois, notre financement, il est réglé, normalisé par un dispositif national qui est finalement, je ne sais pas comment dire, mais en quelque sorte, neutre, très bien, une différence de traitement. Et sur dossier, bien évidemment, je rassure certains parlementaires qui finalement pouvaient laisser exprimer des doutes sur le fait que nous soyons ou pas contrôlés. Nous sommes des radios extrêmement contrôlées. Peut-être qu'il y a des efforts à faire en matière d'accompagnement et non pas de contrôle et de normalisation, mais nous allons y travailler dans les années qui viennent. Donc tout ça, c'est bien la radio de communauté, la radio financée par l'État sur des objectifs de service au public. Je ne parle pas de service public pour le moment, mais de service au public. Pour terminer, si vous le permettez, c'est que l'aspect qu'a soulevé Kevin Moignoux sur le fait que la radio, c'est un grand ensemble. Moi, ça me semble essentiel aussi. Alors, ça fait partie des paradoxes que nous avons à gérer, nous, comme vous. Faut-il y inclure le service public? On va dans ce sens-là, d'ailleurs, à condition que le service public fasse des efforts de compréhension, des efforts en termes de fréquence ou d'attribution de fréquence. Vous savez qu'ils sont prioritaires dans l'attribution de fréquence et que ça mérite, ça, peut-être une évaluation et une discussion, parce que parfois ça bouscule les équilibres locaux, mais évidemment on n'y est pas fermé. Donc service public, radio commerciale privée, radio associative qui font partie du secteur privé, hein, je crois que Kevin, sans le dire, a souhaité le préciser. Je pense qu'en effet, c'est le média radio, c'est un même écosystème. Moi, ce que j'appelle de mes voeux, dans cette sorte de vision, et Kevin disait d'ailleurs que finalement tout le monde faisait de la communication sociale de proximité. C'est vrai, on peut nuancer peut-être ce propos, c'est ce qui fait la spécificité de chacun de nos médias, c'est ce qui fait la spécificité des différents types de radios, mais c'est nécessaire et à mon avis, on peut vraiment travailler ensemble. Moi, je retiens la richesse de l'ensemble de vos témoignages est
est précieuse. Mais je retiens particulièrement... tu as réagi à l'intervention de Madame positive, de Madame la ministre tout à l'heure. Et tu l'as relativisé d'ailleurs. Nous ne l'avons pas fait. Mais tu as réagi. Mais c'est vrai. Kevin Moignoux a raison. Allons défendre le média radio. C'est bien le média radio, avec cette sorte d'universalité, et cette massification en même temps, allons défendre les médias radio auprès des services de l'État, d'une part, auprès du gouvernement au travers de Madame la ministre de la Culture, de telle façon à ce que nous soyons suffisamment soutenus, comme d'autres secteurs de l'économie et notamment de l'industrie. Nous sommes une industrie. Et nous faisons, nous, partie secteur de l'économie sociale de l'audiovisuel, radio associative, nous faisons partie de cette industrie de la communication, avec notre spécificité réglementaire et législative, que je rappelais tout à l'heure, la communication sociale de proximité, que nous allons, si vous le voulez bien, définir ensemble dans les mois et les années à venir, avec les parlementaires qui voudront bien s'associer à ce travail. Les mains sont tendues, vous souhaitiez réagir rapidement, Kevin Moignoux ? Oui, je voulais rebondir sur la communauté du média radio qui doit travailler ensemble et porter. Et pour compléter ma réaction sur les propos de la ministre, c'est qu'il y a un côté pompier pyromane qui peut être agaçant de la part de l'État qui allume un feu, puis la pompier arrive pour dire j'ai trouvé une solution. Mais ma conviction, et nous nous en sommes servis ces dernières semaines, c'est qu'il faut que nous tirions collectivement profit de la séquence, même si c'était à votre corps défendant et vous seriez bien passé de cette séquence de la baisse du FSER, mais nous avons ressenti dans nos échanges avec des parlementaires une prise de conscience de l'importance du média radio et des médias de proximité à cette occasion. Et je pense qu'il faut que collectivement, il y a une porte qui s'est ouverte pour un certain nombre de parlementaires qui, pour beaucoup et pour leur grande majorité, ne comprennent rien à l'organisation du média radio. Il y a un petit pourcentage de spécialistes qui ont bien en tête l'organisation, les autres n'y comprennent rien. Et finalement, cette séquence a permis à des parlementaires de regarder le sujet, d'ouvrir une carte. Nous, on a une carte dans notre plaquette où sont positionnés nos adhérents, et à chaque fois qu'on fait un rendez-vous, ils regardent où ils sont et qu'est-ce qu'il y a comme radio chez eux. Et je pense qu'il faut qu'on profite de cette séquence pour demander, et ça sera nous notre demande dans les prochaines semaines, une grande loi sur le média radio, portée par le gouvernement. Et si Rachida Dati avait un peu d'ambition pour notre média, et je pense qu'elle en a aussi pour elle-même, si elle pouvait porter une loi Dati sur le média radio en prenant en continuité cette séquence du FSER, voilà, ça peut lui plaire, voilà. Et ça permettrait de traiter des enjeux qui sont les vôtres, des enjeux qui sont notre radio commerciale, les radios généralistes, le service public aussi, et embarquer un vrai mouvement qui n'a jamais été connu ces dernières années. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on discute très rapidement de cette communauté du média radio, parce qu'il y a une opportunité, encore une fois, à votre corps défendant qui s'est ouverte. Et il faut très vite s'en saisir, sinon le soufflet va retomber et puis on passera à autre chose parce qu'il y aura d'autres difficultés ailleurs. Donc vraiment, travaillons très rapidement ensemble pour porter collectivement notre média. Les discussions vont se poursuivre après cette assemblée plénière. Merci d'y avoir pris part. On va accueillir Cyril Turbled pour conclure, parce qu'il illustre aussi avec un nouveau projet cette notion de communication de proximité. Je voulais quand même remercier Gaëtan Bazir pour votre témoignage, votre venue ici, puis votre accueil aussi dans cette ville de Louviers. On a été très bien reçus depuis ces quelques jours qu'on a passés ici. Merci également Anne-Laure Coconnier et David Verdier d'abord pour votre investissement pour le média radio, puisque en faire, ça fait vivre ce média et c'est important à souligner, et pour amener ces thématiques qui illustrent justement aussi tout l'intérêt de nos radios associatives locales qui ne sont pas toujours traitées. Un grand merci à vous. Vous souhaitiez compléter ? Je note juste, petite anecdote, en vous entendant parler, que nous avons eu une ministre en commun, puisque Rachida Dati a aussi été notre ministre à une certaine époque. J'espère que effectivement vous défendrez correctement effectivement et le mieux possible effectivement cette conservation du fonds qui vous permet de vivre, parce que niveau justice nous ça va été compliqué. Hugues Polastro, merci aussi pour votre témoignage. Voilà, vous pouvez compter sur les radios associatives évidemment pour relayer tous les bienfaits que fait l'économie sociale et solidaire à nos territoires, et donc continuer à tirer la sonnette d'alarme. Jean-Marc Courrèges-Sénac, Emmanuel Boutrin, merci à tous les deux également. Je le disais donc, Cyril Turbled, attends, je vais me lever.
Cyril Surbled, vous êtes donc le directeur général d'Enercop Normandie, qui vient de lancer Coop Média. Ça s'inscrit pleinement dans cette thématique aujourd'hui ? Tout à fait, oui, merci bien. Alors d'où je parle, moi je ne suis pas du tout du domaine de la radio, donc plutôt de l'énergie. Et donc Enercop Normandie est une société du milieu de l'ESS qui a pour but d'appliquer une transition énergétique en Normandie. Et donc Enercop était une des premières entreprises au début de cette année qui a voulu porter un projet d'une coopérative spécialisée donc, dans l'information qui s'appelle Coop Média et qui va avoir 1 mois dans 2 jours. Donc c'est tout jeune. Alors, vous pouvez nous expliquer tout simplement le concept, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, coopérative de fournisseurs d'énergie, à fournir aujourd'hui de l'information ? Prenez ce micro. Eh bien, dans le domaine de l'énergie, on se rend compte que les sujets sont parfois abordés de manière orientée, biaisée, voire dans les médias mainstream. Enfin, je vous apprends probablement rien, c'est vrai dans de nombreux domaines. Et donc, on fait partie d'un mouvement qui s'appelle Licorne, des coopératives pour une transformation radicale de l'économie. Donc, on se réapproprie des biens communs que sont l'énergie, mais que ça peut être la téléphonie, ça peut être l'informatique. Sur le stand où je suis, je pourrais vous donner plus d'informations. Et donc, le sujet de l'information qui a été abordé dans des collectifs de transition citoyenne est apparu comme un enjeu fort aussi pour de nombreux acteurs. Et donc certains médias indépendants nous ont rejoints dans cette réflexion en cours d'année, comme Blast, comme 89, pour réfléchir à structurer une plateforme. C'est une société coopérative d'intérêt collectif, Coop Média, pour répondre à plusieurs enjeux du secteur, pour permettre une plus grande pluralité, un traitement de l'actualité, de l'information, des sujets de manière plus complète. Et donc, cette coopérative est un outil pour répondre à des besoins de financement. Par exemple, nous, dans l'énergie, Enercop Normandie, on a pu lever 1 million d'euros depuis qu'on existe, donc 9 ans, pour financer des projets de sources renouvelables d'énergie. On s'adresse très peu au pouvoir public. Bon, en général, ils nous tournent un petit peu le dos même, d'autant plus avec cette future PLF. On s'adresse aux citoyens. À vous, à nous, à des entreprises. Et donc Enercop a cofinancé la structure de Coop Média avec d'autres structures non du monde médiatique. Et donc à l'heure actuelle, une vingtaine de structures, donc du numérique, médias numériques ou médias papier, gratuits ou payants, qui ont rejoint le tout début de cette aventure-là. On est là aussi pour porter, renforcer des plaidoyers, donc là on va dire, support médiatique, mais dans une visée de défendre des médias libres et indépendants, en fait. C'est de contrer la concentration des organes de presse mainstream pour déployer ces nouveaux médias qui naissent et qui ont une liberté de traitement de l'information. Le plaidoyer, c'en est un, le financement, c'en est un, mutualiser des outils humains, compétences humaines ou autres. Et j'en oublie un petit dernier, la diffusion. Les différents médias ont des œils, des angles d'approche très divers, vous, mais aussi d'autres. Et là, l'intérêt, c'est peut-être de réfléchir à des plateformes d'abonnement, collectives ou autres, qui puissent amener une meilleure diffusion, connaissance de tous ces médias libres et indépendants. Et vous êtes à la recherche de bonne volonté, notamment des radios associatives normandes là, qui peuvent venir vous rencontrer avec sur grand le plaisir. Moi, en tant que salarié d'Enercop Normandie, j'en ai rencontré quelques-unes. Donc voilà, c'est de travailler plus avec vous, notamment pour créer, nous, dans notre domaine de l'énergie, des moyens de production avec les citoyens du territoire ou de la communauté de destin. Nous, on parle en termes de groupes locaux. Enfin voilà, et on se rejoint pleinement en fait dans cet développement social local. Énergie, information, on a tout à gagner. Eh bien, merci beaucoup Cyril Surbled. On va conclure là-dessus. Merci à toutes et tous. On continue le programme dans moins de 10 minutes maintenant. Bonne journée à toutes et à tous. Le SNRL vous a présenté le Congrès de Louviers 2024, la radio, le média des nouvelles frontières, en partenariat avec Broadcast Associés.